tawi, 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 tawi. Tawi FM. Aujourd'hui, je reçois David Fauquembert. Bonjour. Bonjour. Arrivé tout frais lundi soir. Tout frais, je sais pas si c'est l'adjectif, mais arrivé récemment. Ouais, mais de manière, tu es un voyageur. C'est vrai. Mais bon, les voyageurs sont aussi fatigués que les autres après 25 heures d'avion. Même quand on a mangé des kilomètres, on est quand même fatigué de toute façon. Non, mais on est heureux d'être là avant tout. Alors, c'est ton premier voyage en Polynésie ou tu es déjà passé par là ? En imagination, souvent, mais en réalité, c'est mon premier voyage. Oui, oui, parce que ça ressemble pas tellement à Nullarbor. Alors ça, j'avoue que je suis allée faire un tour sur Wikipédia pour voir, parce que je trouvais ça tellement bizarre comme mot. Je pensais que ça n'existait pas. Ben oui. C'est un nom de lieu, oui. C'est une plaine en Australie, un désert au sud-ouest de l'Australie. C'est du mauvais latin, ça voudrait dire il n'y a pas d'arbres. Oui. La première surprise quand on y va, c'est qu'évidemment il y en a. Alors j'ai vu que les aborigènes appelaient ça Aurundi. Oui. Enfin, il y a plusieurs noms parce que c'est immense, ça fait 2000 km. Donc, mais on s'y perd. Alors tu es vraiment passé ou c'est que ton héros ? Non, c'est un livre, Nullarbor, qui est inspiré d'un voyage. J'ai passé 2 ans et demi en Australie. Et ça, c'est un voyage inspiré des derniers mois. Où je suis parti dans l'ouest australien. Et puis après j'ai traité ça de manière romanesque parce que c'était un voyage tellement fort, qui a changé beaucoup de choses, et la seule façon de le traiter, de rendre l'intensité de ce voyage là, parce que c'est ce qui m'intéressait, je voulais pas faire un carnet de route, je voulais vraiment rendre l'intensité des rencontres, l'intensité des lieux, du lieu qui était dur et des rencontres qui finalement étaient en accord. L'ouest de l'Australie, c'est un peu c'est un peu la marge australienne, c'est-à-dire que Nullarbor par exemple, c'est cette immense plaine où il n'y a que des stations-service tous les 200 km et puis quelques communautés. On ne choisit pas d'aller là-bas parce que c'est des conditions de vie très dures, il pleut pas, enfin c'est un endroit poussiéreux. Alors pourquoi ? Toi c'est... Eh ben moi, déjà sur la carte, c'est-à-dire de voir cette grande... Alors tu dis personne n'y va, moi j'y vais. Non, c'est pas tellement ça. Déjà, je ne savais pas avant d'y aller qu'il y avait personne. J'imaginais, mais bon, mais c'est comme souvent, c'est le fait de voir sur une carte Nullarbor Plain. Quand on voit ça, les lettres sont très étirées sur la carte puisqu'il faut que ces 2 petits mots couvrent 2500 km. Et puis, ce que je voulais, moi, c'était gagner le nord et les tropiques aborigènes qui est au nord-ouest de l'Australie, ce qu'on appelle le Kimberley. Parce que ça faisait 2 ans que j'étais en Australie, j'étais principalement à Melbourne. Et c'était toute une partie du continent australien qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans les grandes villes en Australie, toute la culture aborigène, c'est très difficile de la voir. Elle vit soit dans les marges, mais j'ai plein d'amis à Melbourne qui ont vécu toute leur vie là-bas, qui ne sont jamais allés dans une communauté aborigène. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un autre monde sur le même continent, et j'avais envie d'aller là-haut. Et puis finalement, comme toujours, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans un voyage, on a un but. C'est-à-dire pour moi, c'était la fin de cette route, aller jusqu'à Perth à l'ouest et après remonter tout au nord dans les communautés aborigènes. Et finalement, le chemin lui-même est devenu l'aventure. C'était pas le voyage but, dans le voyage. C'est devenu parce que c'est une terre très dure, avec des gens très durs. Et donc de rencontre en rencontre, je suis parti en stop à travers ce désert. Après, je me suis engagé sur un thonier pour aller pêcher le thon sur l'océan Indien pour gagner un peu d'argent. Et puis ça a tourné un peu à la tuerie, puisqu'en fait c'était des pêcheurs qui faisaient ce qu'on appelle le finning, c'est-à-dire qui ramassaient tous les requins qui étaient sur leur ligne et qui leur découpaient les ailerons pour les rejeter vivants dans l'eau. Ah oui, pour faire le commerce. Voilà, pour faire le commerce des ailerons de requins. Et donc ça a été une expérience douloureuse. Assez douloureuse, oui. Dans tous les sens du terme. Oui, parce que tu n'étais pas d'accord et t'ont dit tu es là. On n'est pas, disons, sur un bateau de pêche. Ici, les gens connaissent bien ça, la vie sur un bateau, la vie en mer. C'est même pas la question d'être d'accord ou pas. Quand on est sur un bateau de pêche, on travaille. Donc il y a un capitaine. Il y a un capitaine, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire sur un bateau ? Tu dis pas, tu claques pas la porte et tu t'en vas. C'est difficile. Voilà. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les requins, mais de là à leur servir de repas, c'était pas vraiment l'idée. Et puis après, je suis monté effectivement jusqu'au nord, où un cyclone m'avait précédé. Donc je suis arrivé dans
dans des paysages un peu de fin du monde. Donc c'est toute cette intensité du voyage, c'est-à-dire que quand je suis rentré de ce voyage, d'abord en Australie, puis très vite en France parce que j'avais plus de visa, donc j'ai été un peu expulsé d'Australie. C'est pour la première fois de ma vie, c'était vraiment pas mon premier voyage, mais c'était la première fois que je rentrais et que j'arrivais pas à digérer ce qui m'était arrivé, dans le sens où je ne savais pas comment j'étais allé d'un point à un autre. J'étais parti de Melbourne, je m'étais retrouvé dans ce Kimberley que je cherchais dans une communauté aborigène. Et je savais pas très bien ce qui s'était passé entre les deux, comment les choses s'étaient enchaînées. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire, parce que j'avais jamais rien écrit. Et j'ai d'abord commencé à écrire ce texte qui est devenu Null Arbor au bout de 7 ans, puisque ça m'a pris 7 ans pour l'écrire. Et au départ, c'était pour moi. Je voulais juste organiser un peu... Tu voudrais redécouvrir ton voyage, en fait. Ordonner mon voyage pour lui donner une sorte de... Pas de logique, parce qu'un voyage, ça n'a pas de logique, mais au moins pour le comprendre un peu mieux. Et puis je me suis rendu compte très vite que écrire un voyage, c'est très difficile. Parce que le mouvement, l'intensité dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose, la rencontre éphémère, comme on en a sur la route, c'est très difficile à écrire. Surtout la langue française, elle n'est pas tellement faite pour ça, pour le mouvement, elle est plus faite pour le raisonnement, elle est plus faite pour des grands développements, mais tout ce qui est comme ça, éphémère, rapide, en mouvement, donc du coup, ça m'a pris des années pour mettre ça en forme. Et j'ai fini par découvrir que je pouvais pas traiter ça de manière factuelle, c'est-à-dire de faire un carnet de route, et c'est devenu un roman. Parce que c'était la meilleure manière de rendre la réalité, c'était de la romancer. De t'en détacher aussi, tu n'étais plus vraiment le héros, tout en étant... Oui, non, surtout pas, je voulais surtout pas être le héros, puisque je pense qu'un des intérêts du voyage, c'est un peu de s'oublier, on se voit déjà bien assez tous les jours. Le voyage, ça permet un petit peu de faire un pas de côté et puis peut-être d'être plus tourné vers le monde autour que vers soi-même. Et donc, je voulais absolument pas être le héros de ce texte. Je voulais juste peut-être... Que tu l'as inspiré. Oui, et puis j'étais, si vous voulez, comme c'est un texte qui se passe sur des grandes distances, où il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'aventures en quelque sorte. Le seul point commun entre tous ces personnages qui passent, ces paysages qui passent, c'est le narrateur, c'est la personne qui les traverse. Rouge, oui. Et donc pour moi, c'était une sorte de caméra, ce narrateur, c'est-à-dire il traversait des endroits. Et finalement, c'est à travers sa vision des choses, à travers ses sensations, ses émotions, qu'apparaît le paysage et qu'apparaît l'Australie. Donc l'Australie dont je parle dans Null Arbor, c'est mon Australie, forcément. C'est celle que j'ai sentie, c'est celle que j'ai vue. Et les gens qui ont lu ton livre et qui ont voyagé par cette contrée-là, ils s'y sont retrouvés, ils ont retrouvé leur voyage. Alors je crois que j'ai eu des retours même d'amis australiens francophones qui retrouvaient l'ambiance de les seuls qui retrouvaient pas l'ambiance, c'est les gens qui ne connaissaient que Sydney, Melbourne, les grandes villes, parce que c'est pas pareil, hein. C'est l'Europe en fait. Quand vous êtes à Melbourne, Sydney, c'est l'Europe. Vous êtes à Melbourne, il y a 1 million d'Italiens, 1 million de Grecs. Tu ne restes qu'à Papeete, tu n'auras pas l'idée de ce qui se passe dans les îles ou dans les districts. Bien sûr. Et alors ton deuxième ouvrage, Maltiempo, alors ça c'est tout à fait autre chose. Ça se passe à Cuba, c'est dans le monde de la boxe. C'est toujours un combat en fait. La vie est un combat, n'est-ce pas ? Faut pas pousser, combat doux peut-être, ouais, mais c'est très très fort quoi les. Si vous voulez, je pense que quand on voyage, on est au ras des choses. On n'est plus dans une distance. On est un peu emporté par les choses, par le monde. Et le monde aujourd'hui, je crois que c'est un monde violent dans lequel on vit. On ne vit pas dans un monde où les choses se passent dans l'harmonie, où les choses se passent dans la douceur. Il y a de la brutalité dans le monde, brutalité sociale, économique, humaine. Et donc, Null Arbor, puisque j'étais dans les marges, je rencontrais forcément des gens qui ont des vies dures et ça influe sur leur comportement aussi. Les pêcheurs dont je parlais tout à l'heure avaient 2 mots de vocabulaire, fuck et shit, quoi. Oui, voilà, il y a même plus de mots, il y a même plus, parce qu'on est tellement débordé par le travail, par la pauvreté, que on n'a même plus l'occasion de s'exprimer. Et la boxe, c'est un sport moi qui m'a toujours passionné. J'en ai fait quand j'étais plus jeune.
Et Cuba étant un endroit que j'adore, j'avais envie d'écrire depuis longtemps sur Cuba, j'avais envie d'écrire sur la boxe. Et il faut savoir que l'école de boxe amateur à Cuba, c'est la meilleure du monde. C'est vraiment les plus beaux boxeurs qu'on puisse imaginer, une élégance, un rythme, vraiment. C'est un plaisir quand on aime la boxe de voir des boxeurs cubains. Et donc du coup, les deux projets se sont fondus et c'est devenu un seul projet. Parce que c'est difficile d'écrire sur Cuba en étant en dehors des clichés. Voilà, c'était pas évident d'échapper aux clichés politiques. Des clichés politiques. Le cigare, les machins. Les cigares, les jolies filles. Ouais. Et puis c'est très difficile d'écrire aussi sur la boxe, parce que la boxe, elle a été traitée souvent en littérature et dans les films, mais elle est souvent traitée... pas vraiment pour la boxe elle-même, mais plutôt ce qu'il y a autour, la mafia, les combats truqués, le milieu social des boxeurs qui viennent toujours de familles. La véritable héroïne dans ce film, c'est la boxe. Alors c'est même pas une héroïne. Je pense que de la même manière que l'Australie pour moi était la matière du livre, c'est pas un prétexte, c'est la matière même du livre. Moi j'ai essayé d'utiliser au maximum la nature australienne dans Null Arbor. C'est un personnage du livre, c'est pas un décor. Et la boxe dans Maltiempo, c'est la matière du livre, c'est-à-dire je pense que la boxe est un sport qui a l'intérêt d'être c'est comme un duel réduit à l'essentiel. C'est deux personnes entre quatre cordes. Le plus fort des deux gagne. Les règles sont quand même assez simples. Et donc par rapport à d'autres sports, écrire un roman sur le badminton ou un roman sur le beach volley, c'est pas forcément très facile parce qu'il y aurait des règles, il y a plusieurs personnes, donc il y a l'équipe. Et puis c'est peut-être moins prenant. Enfin, je veux dire, il y a moins de fight. Avec du talent, je pense qu'on pourrait même sur le curling ou on pourrait imaginer un roman sur le badminton. Ou la pétanque. Mais la boxe a cet intérêt que c'est un duel vraiment. Donc quand je dis que c'est la matière du livre, c'est que je pense qu'en creusant ce matériau, en analysant vraiment, c'est-à-dire ne pas s'en servir comme un prétexte, mais d'écrire les combats, d'écrire les entraînements, faire sentir, parce que je pense que la littérature, ça doit être une expérience, la lecture, ça doit être une expérience physique. Quand vous lisez un bon roman, vous sentez la chaleur si l'endroit est tropical, vous sentez la fatigue des personnages, vous sentez l'angoisse. Et donc, le froid quand vous êtes en Sibérie, chez les auteurs russes. Mais ici, moi, quand j'ai chaud, je lis un livre des auteurs nordiques, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin de climatisation. Et voilà, ça fait des économies. C'est écologique. C'est écologique, effectivement. On devrait faire l'inverse en France l'hiver. Donc l'idée, c'était ça, c'était de vraiment exploiter au maximum ce matériau qu'est la boxe, parce que je crois que c'est un duel tellement simple que si on fouille assez, on tombe très vite sur des questions morales, c'est-à-dire des questions sur les relations entre les hommes, sur la violence, sur la domination, sur la fatigue. Et je pense... Enfin, pour moi, ça a toujours les romans qui m'attirent, toutes les traditions romanesques qui m'attirent, que ce soit les Russes, les Américains, les Sud-Américains, et puis on peut remonter jusqu'aux Grecs, même si on veut. Ça a toujours été la littérature. Il y a toujours des enjeux moraux. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas simplement écrire des jolies phrases, c'est pas simplement quelque chose de formel ou d'intellectuel. Ça doit vraiment être une expérience physique et morale. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des enjeux sur... Que le lecteur sorte avec... il a pris, il a réfléchi, il a senti. Je pense qu'un bon roman, moi c'est l'expérience que j'en ai comme lecteur, quand vous reposez un bon roman, ça vous poursuit pendant longtemps et ça vous transforme. Enfin, moi c'est l'expérience que j'ai eue, j'ai toujours été un lecteur passionné. Quand vous lisez un bon roman de Hemingway ou un bon roman de... Enfin bon, Patrick White, pour citer les Australiens, vous êtes transformé, parce que c'est une façon de formuler avec un travail sur le langage, sur la langue. C'est une façon de formuler des questions qui sont universelles, mais c'est formulé avec une voix qui n'appartient qu'à cet auteur-là. Et donc forcément, ça remet en question des choses qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'aborder de manière réfléchie. Et puis aussi le fait que quand on lit un livre, on prend le temps de se séparer du monde pendant le temps de la lecture, et ça c'est un temps de réflexion, c'est un temps de alors c'est pas de la méditation, hein, c'est pas l'idée, mais il y a vraiment une réflexion sur des expériences qui sont universelles. Et on se retrouve dans le monde du livre, et surtout et d'ailleurs ça tombe bien puisque c'est le salon du livre en ce moment, donc oui. On va te retrouver à partir de lundi, de jeudi. À partir du de coup jeudi, ça y est, oui. J'étais partie moi aussi. Alors là on est arrivé cette nuit, donc j'ai pas le programme complètement en tête, mais je sais qu'il y a deux rencontres jeudi ou vendredi. J'en ai une samedi. Jeudi, je crois qu'il y a une rencontre sur Null Arbor. Oui. Et puis après, on a des rencontres avec plusieurs écrivains autour du thème du voyage.
Ben, écoute, on va se retrouver dès jeudi, tous ensemble. Et donc, bienvenue à Tahiti. Merci. Et j'espère que ça n'est qu'un début de voyage en Polynésie. Peut-être un prochain livre. Voilà, mais sans boxe. Sans boxe, d'accord. Merci. Merci. À Mopiti, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.